Bonsoir à tous et à toutes. Bonsoir Gabriel, bonsoir tout le monde. Bonsoir Jeanne. Donc, bienvenue à tous à ce premier live talk que nous organisons, qui va porter sur le sujet des stratégies de marque. Comment et quel est le rôle en fait, et on va parler du rôle incisif des stratégies de marque aujourd'hui. Donc, ce premier live talk est organisé par le club Inbound Marketing ABM. Il a pour objectif de s'adresser à nos clients. Donc, et sa mission consiste à établir des liens entre les cadres dirigeants du marketing, des sales et de la communication, justement à travers l'animation de ces talks autour de différents thèmes. Et alors justement, nous avons pensé à juste titre, vu notre expérience commune, qu'aujourd'hui, il faut savoir associer étroitement le département marketing, le département sales et le département communication, car seule leur solidarité commune contribue au succès des entreprises. Donc, c'est terminer la vie en silo, terminer les stratégies que chacun fait dans son coin. Absolument. Aujourd'hui, effectivement, pour que la communication et le marketing soient performants, il faut casser les silos et plus de synergie entre les différents départements. Donc, durant ce talk, voilà ce que nous allons couvrir. Donc, premièrement, nous allons expliquer ce que c'est qu'une stratégie de marque. Nous allons nous adresser à la question pourquoi créer une stratégie de marque. Et ensuite, on va voir comment est-ce qu'on peut faire évoluer une marque corporate vers une marque culture, voire une marque employeur. Et puis enfin, nous allons présenter un certain nombre de cas. Alors, dans ce cadre-là, comme vous le voyez, aujourd'hui, on ne peut plus se satisfaire, je dirais, d'une marque simplement, comme on dit, corporate, c'est-à-dire d'une marque qui vend des produits ou qui propose des prestations. Comme vous le sentez bien, une marque aujourd'hui, eu égard aux exigences populaires, aux exigences des collaborateurs, aux exigences des clients, il y a cette dimension environnementale qui devient essentielle dans l'image d'une entreprise et dans sa pérennité. Donc, pour commencer, nous allons quand même rappeler un petit peu l'histoire de la marque. On sait qu'au fil du temps, le concept de marque a évolué selon le contexte économique, selon l'exacerbation de la concurrence, la saturation du marché publicitaire ainsi que de la digitalisation de l'économie. Donc, durant les 30 années glorieuses, quand on parlait de marque, on parlait de promesses uniques. Homo, linge plus blanc, Moulinex, libère la femme. Par la suite, sur les 30 années suivantes, la publicité s'est un petit peu plus sophistiquée et on est passé à l'image de marque. Et puis, il y a quelques décennies, nous sommes passés au positionnement différenciateur. En quoi une marque est différente de ses concurrents sur un marché donné. Et là, c'est la promesse de la marque qui fait la différenciation. Promesse qui doit normalement être unique et conférer donc à la marque un territoire qui lui soit unique, dont elle peut se prévaloir. Aujourd'hui, en fait, les marques à différents défis ou challenges. Donc, il y a le premier défi qui, voilà, en fait, les besoins aujourd'hui sont souvent totalement remplis parce qu'il y a beaucoup de concurrence sur les différents marchés et il y a énormément de produits. Le marché de la publicité est saturé. Pour le coup, l'efficacité de la communication traditionnelle a baissé. Il y a un nouveau comportement plus vertueux, on va dire, des nouvelles générations Y et Z. Et puis aujourd'hui, nous sommes dans cette ère du partage et de l'économie collaborative où on voit en fait beaucoup de business models, beaucoup de startups, beaucoup de licornes apparaître avec des propositions de valeur qui matchent avec les besoins des générations actuelles et qui disruptent les industries classiques. Donc, Alors, oui, et cette notion de partage est de plus en plus essentielle, c'est-à-dire que dans même la création, dans l'offre des entreprises, c'est de plus en plus en partenariat avec leurs clients, leurs fournisseurs, leurs salariés, que se crée un courant d'offres et qui donne, je dirais, une certaine citoyenneté aux marques.
Donc, pour le coup, face à ces différents défis en fait, que nous avons cités, pour atteindre leur clientèle et leur cible, les marques et les entreprises aujourd'hui doivent se rendre désirables. Elles doivent être différentes de ce que propose la concurrence. Alors, quand on parle de stratégie de marque, on va quand même définir le concept comme ça pour que nous puissions tous être au même niveau de compréhension et de définition de concept. Donc, quand on parle de stratégie de marque, en fait, c'est la raison d'une réflexion qui est stratégique et à long terme, qui vise à atteindre une série d'objectifs aboutissant à l'identification et à la préférence d'une marque par ses clients. Une stratégie de marque réussie englobe, comme on l'a dit, donc la mission de la marque, les promesses qui sont faites aux clients et la manière dont la marque en fait s'exprime. Comment est-ce que cette promesse-là est communiquée aux différentes cibles. Bon. L'identité, quand on parle de stratégie de marque, on parle au début d'une identité de marque. Donc l'identité de marque, elle se construit autour de l'histoire d'une entreprise et des différentes campagnes publicitaires qu'elle va mener, que ce soit sur les réseaux traditionnels ou bien le digital. Donc, cette identité de marque, elle est visible par tous les signaux qui sont émis par l'entreprise ou par la marque, tels que le logo, la publicité, le marketing, la relation client, l'action commerciale, les événements. Par contre, l'identité de marque elle s'articule également autour d'un certain nombre d'éléments qui sont intangibles, qu'on ne voit pas. Donc, et qui vont contribuer justement à la notoriété de la marque, à son capital et au sentiment qu'elle va créer dans son marché. Donc, du coup, pour cela, la stratégie de marque, ce n'est pas quelque chose qu'on improvise. Elle s'impose vraiment à travers une démarche qui est vraiment volontariste du comité exécutif ou du conseil d'administration d'un groupe, d'une holding, d'une banque, d'une institution. Et donc, voilà, c'est vraiment une démarche qui est volontariste. Et cette démarche, d'ailleurs, exige une permanente politique de marque et de s'intéresser justement à toutes les cibles et aux influenceurs qui participent à l'émergence de cette marque. Et évidemment, aujourd'hui, quand on parle de marque, derrière la marque, il y a la valorisation. Donc, quand on regarde en fait le classement des marques au niveau global, vous savez très bien qu'aujourd'hui, ce sont les entreprises de la tech qui sont extrêmement valorisées. Vous avez Apple qui prend la première position, suivi d'Amazon, de Google. Ensuite, vous voyez toutes les autres marques. Ça, c'est au niveau mondial. Quand vous voyez la valo de Apple qui fait 355 milliards d'euros, on est sur quand même une valo qui est extrêmement importante et qui fait des fois plusieurs fois le PIB d'un pays. Quand vous arrivez sur le marché européen, vous avez encore une fois différentes marques qui sont extrêmement valorisées. Vous avez la première marque qui est valorisée sur le marché européen qui est la marque Mercedes-Benz. Il y a les Deutsche Telekom, Shell et bien d'autres qui viennent par la suite. Pour le marché africain, nous avons quelques marques. Il y a trois marques marocaines qui sont dans le classement, qui sont parmi les 150 marques africaines. Vous avez Maroc Télécom qui détient la 14e place, le groupe Banque Populaire, et puis il y a Tijari Wafa. Par contre, quand on regarde en fait ce classement qui est assez récent, on remarque que pour l'écrasante majorité des marques marocaines, leur classement a nettement baissé en 2020, durant l'exercice précédent. Pour résumer, quand on parle de marque, en fait, finalement, ce qu'il faut retenir, c'est cette phrase qui a été dite par Jeff Bezos, le patron d'Amazon, qui dit que votre marque, au final, c'est ce que les autres disent de vous lorsque vous n'êtes pas dans la même pièce. Et Gabriel, ça résume un petit peu toute la théorie qu'on a présentée précédemment. Ensuite, donc, après avoir défini le concept de stratégie de marque, on va s'adresser à la question pourquoi créer aujourd'hui une stratégie de marque? Bon. Alors, effectivement, comme vous le voyez, une stratégie de marque repose pour son succès sur l'accueil du public vis-à-vis des prestations ou vis-à-vis des produits que propose la marque. Alors, une marque d'autant plus connue et favorablement connue permettra une pénétration du marché beaucoup plus rapide. Donc, une stratégie de marque, ça sous-tend le succès
d'une stratégie d'offre. Mais comme l'a si bien dit Henry Ford, et que nous l'avons traduit par cette citation en haut, c'est que c'est l'offre qui suscite la demande et non l'inverse. C'est-à-dire que si vous imaginez une offre et qu'en plus l'image de marque de l'entreprise est très valorisante, cette offre a beaucoup de chances d'être acceptée, appréciée, achetée et valorisée tout au long, effectivement, de son parcours. Alors, pour justement faire en sorte que l'offre soit accueillie, une nouvelle offre, soit accueillie avec faveur, eh bien, effectivement, il faut mettre en œuvre une stratégie de marque. Et Henry Ford, avec pas mal d'humour, a écrit « Si j'avais demandé à mes clients ce qu'ils voulaient, je leur aurais donné un cheval plus rapide ». Il faut se rappeler qu'il a dit ça lorsqu'il a inventé la T2, une voiture dans les années 30, qui jusqu'à aujourd'hui est la voiture qui a été la plus vendue dans le monde, parce qu'il n'avait pas écouté ses clients, qui effectivement, et c'est toujours comme cela, quand on demande à des gens ce qu'ils veulent, ils regardent dans le rétroviseur. Eh bien, il faut savoir innover, mais toute innovation n'a de sens d'être acceptée que si la marque est valorisée. Alors, comme vous le voyez écrit, l'élément clé d'une marque, fondamental, prioritaire, c'est sa différence. Et donc, vous avez à vous attacher dans votre équipe de la direction générale, comme du marketing, comme des sales, à définir cette différence. Et cette différence, elle s'exprime sur plusieurs paramètres, c'est-à-dire que vous devez l'illustrer par la vision que vous avez de la marque dans son rôle économique et sociétal, sa mission à court terme sur son marché, ses valeurs, je préfère dire moi ses engagements, parce que ça représente une force dynamique et active, son style et ton. Il faut qu'une marque devienne une personnalité, et comme toute personnalité, elle exprime un ton, un style, un caractère. Ensuite, l'ambition, quelles sont ses ambitions à court et moyen terme, et on en commence ou on en finit par le positionnement textuel, le positionnement écrit noir sur blanc, qui met l'accent sur sa différence. Associé d'ailleurs à sa signature, qui permet effectivement d'illustrer d'une manière rapide, dynamique, concise, l'image de la société. Voilà, si tu veux rajouter des points, Jeanne. Alors, dans l'expression en fait d'un territoire de marque, il y a l'émotion qui joue un rôle qui est extrêmement important parce qu'on sait que dans les décisions d'achat, le côté rationnel ne prime pas. On achète souvent pour des raisons qui sont instinctives, qui sont émotionnelles, qu'on va justifier par la suite par des explications rationnelles. Et là, il y a une étude qui a montré justement que l'émotion générée par une publicité ou une communication a un impact direct sur ses performances. Identifiés comme les premiers des moteurs émotionnels, la joie et le bien-être influent le plus sur la mémorisation aussi d'un message. Donc, quand on rend les gens joyeux et quand on fait en sorte qu'ils se sentent bien, eh bien, il y a plus de chances qu'ils mémorisent en fait la marque. Et c'est un peu le cas des marques que vous voyez sur cette slide-là. L'Oréal qui est très engagé sur la responsabilité aujourd'hui sociétale et environnementale. Le groupe Pierre Fabre qui porte la philosophie du care qu'on verra par la suite et que tu vas développer, Gabriel. Disney, les labos pharma aussi. Donc, il y a un aspect émotionnel qui est présent. Après, comme on l'a dit tout à l'heure, on a vu le classement des marques européennes, on a vu que le groupe Mercedes-Benz était la marque la plus valorisée sur le continent, sur le marché européen. Et cette valo, bien que Mercedes n'appartient pas, la marque, on sait qu'il y a des marques qui appartiennent à des groupes familiers, il y a des marques où les actionnaires, elle appartient à du flottant, donc c'est en bourse. Vous avez les dirigeants de la marque, des marques dont le rôle premier est de justement garder un certain niveau de rentabilité pour les actionnaires, ont à cœur de préserver la marque et de la faire prospérer dans la durée. Donc, quand vous regardez, par exemple,
PDG de Mercedes-Benz, il dit dans des propos qu'on voit sur leur communication corporate que l'objectif chez la marque est de construire les voitures les plus désirables au monde. Donc, ils sont sur une continuité, ils sont sur de la désirabilité de produits. Et cela inclut, évidemment, quand on a envie d'être une marque forte, etc., de travailler avec les meilleurs, donc à attirer les talents dans les différents domaines respectifs pour obtenir une expérience supérieure pour les clients. Donc voilà, on voit que le capital marque est vraiment porté par les conseils d'administration, par les conseils, enfin les comités exécutifs des entreprises, parce que c'est un sujet qui est extrêmement important et qui peut faciliter lorsqu'une marque elle est bien travaillée, son positionnement est bien travaillé, sa différenciation, sa ligne éditoriale, tout est bien structuré, ça permet de faciliter la vente aux équipes commerciales, à la direction commerciale. Et c'est des choses qu'on va voir par la suite. Alors, pour arriver à définir cette marque, bon, par mon expérience, je me suis rendu compte que vous avez différentes méthodes. Bon, il y a la méthode dictatoriale. Le PDG dit ben, ma marque, c'est ça. Et puis tout le monde s'agenouille et accepte. D'autres utilisent des méthodes créatives très brainstorming. Alors, on peut passer des journées entières à écrire sur des papiers. Alors, en général, c'est la stratégie du papier. On colle des petits morceaux de papier sur les murs et on écrit des mots et on écrit des phrases. Et alors après, il y a quelqu'un qui essaie de les assembler. Alors, il y a toujours des gens qui sont contents et d'autres qui ne sont pas contents. Alors, quand vous êtes du côté du manche, c'est-à-dire que vous êtes en phase avec le PDG, ben, vous êtes content. Puis si vous n'êtes pas tout à fait en phase avec lui, ben, vous n'êtes pas content. Puis on s'en fout. Et donc, il y a toujours un aspect un peu, comment dirais-je, frustrant lors de la réflexion sur le positionnement. Alors, ce que moi j'ai fait, c'est que j'ai essayé de voir, parce que je suis ingénieur de formation, donc j'aime bien trouver des cadres, trouver des méthodes. Et donc, j'ai analysé à peu près, je crois, 600 ou 700 positionnements et je me suis rendu compte d'une chose. Alors, Gian, si tu peux passer à la slide suivante, voilà. Et je me suis aperçu que tout positionnement peut se retrouver dans 4 territoires. Le territoire A, B, C ou D. Alors, dans le territoire A, cela veut dire que l'on illustre le positionnement à la fois par la promesse de l'entreprise et des arguments rationnels. Voilà, on dit, voilà ce que vous apporte telle ou telle prestation, tel ou tel produit, telle ou telle entreprise. Mais vous pouvez aussi vous mettre dans le territoire B en mettant l'accent sur le bénéfice d'utilisation du produit ou de la société avec des arguments rationnels. Donc, vous parlez là de l'utilisation de la prestation de l'entreprise. Mais au lieu de rester dans des arguments rationnels, nous sommes dans un univers émotionnel et vous pouvez aussi trouver comment dirais-je, un positionnement lié à une dimension émotionnelle de la firme avec mettant en avant le bénéfice d'utilisation. Et alors, vous pouvez aussi, territoire D, mettre en avant l'émotion de l'entreprise avec des arguments affectifs, mais en mettant l'accent sur les valeurs internes à l'entreprise. Alors, j'aime bien, pour que les gens comprennent rapidement cette différence de positionnement, vous donner un cas, j'allais dire aberrant, mais qui illustre bien ces 4 positionnements. Imaginons que Renault, le constructeur automobile, ait créé une nouvelle Clio, une nouvelle petite voiture Renault. Alors, je vais exprès dire deux choses assez étonnantes. On va dire qu'ils l'ont créé, cette voiture, avec 8 airbags, vous voyez, pour la sécurité, et une calandre en or massif. À bas l'avarice. Si je suis dans le territoire A, qu'est-ce que je vais dire pour être différent et unique? Je vais dire acheter cette nouvelle Clio, car c'est la seule qui dispose de 8 airbags et d'une calandre en or massif. Je dis la réalité produit et la plus-value produit de la voiture. Si je suis dans le territoire B, je ne vais pas dire tout à fait la même chose. Je vais dire acheter cette voiture car c'est la seule voiture qui vous offre un maximum de sécurité et un look avant-gardiste. Donc vous voyez qu'on met l'accent sur le bénéfice de l'utilisation de la voiture, sur la sécurité et le look.
Mais si je suis dans le territoire C, je change de registre. Je me mets dans un univers émotionnel. Et en général, quand on se met dans un univers émotionnel, on parle de celui qui achète, de celui qui utilise. Et là, on peut dire que le conducteur ou que l'acheteur, eh bien de dire, si vous achetez cette nouvelle voiture, vous, acheteur, vous pouvez vous prévaloir d'être l'homme, le conducteur, l'acheteur le plus axé sur la sécurité et très amateur d'art contemporain. Donc, vous voyez que dans le territoire C, vous mettez l'accent sur la personnalité de l'acheteur pour illustrer la différence de la voiture. Et puis, en territoire D, vous parlez là de Renault. C'est-à-dire que vous allez dire, sur un plan émotionnel, achetez cette nouvelle Clio car c'est la seule voiture dans le monde de l'automobile réellement construite par des ouvriers et des ingénieurs passionnés de l'automobile et experts reconnus de la recherche et de l'innovation. Donc vous voyez qu'avec ce mapping de positionnement, vous avez réussi à trouver 4 positionnements uniques, différents, qui vont vous permettre effectivement de serrer la dialectique de communication. Alors, une question se pose, parmi ces 4 positionnements, mais quel est celui que vous allez retenir? Eh bien là, je vais être tout à fait ouvert à votre bon cœur, messieurs, dames. C'est vous qui êtes volontariste dans la démarche, qui allez choisir en fonction de votre affinité, en fonction du marché, en fonction des études, en fonction des interviews, vous allez choisir le positionnement parmi ces 4 que vous considérez comme le plus efficace, le plus pertinent, le plus en relation avec vous-même, et ça sera le positionnement différenciateur. Ça ne voudra pas dire qu'il faut lâcher dans la nature les 3 autres, mais les 3 autres seront adaptés à des cibles spécifiques. Donc vous avez un double résultat. Vous avez réussi à disposer d'un positionnement corporate et de positionnement accessoire pour différentes cibles préalablement sélectionnées. Tout le monde est content. Bien. D'ailleurs, en fait, on va saisir l'occasion pour vous poser une question dans le chat pour savoir quelles sont vos priorités pour cette année en 2023. Est-ce que vous avez des priorités de marque, des marques groupes, des marques corporate, marques institutionnelles, marques commerciales comme les gammes et produits? Donc, n'hésitez pas à nous faire un petit retour sur les commentaires pour qu'on puisse, vers la fin, échanger ensemble. Alors, quand on parle de marque, il y a la structuration de marque. Quand on est sur des groupes, par exemple, qui ont des, on a un groupe, une holding, un groupe dans lequel il y a différentes filiales, les différentes filiales agissent dans des secteurs d'activité différents. On peut en fait structurer toute la communication et toute la stratégie de marque autour d'une marque ombrelle qui va être la marque mère. Et ensuite, en dessous desquelles, on verra les marques filiales, les marques filles ou les marques gamme de produits. Donc là, on le voit, ça a été le cas, c'est un cas qu'on avait travaillé avec le groupe Pierre Fabre, où on avait la marque Corpo qui était le groupe Pierre Fabre, et puis en dessous, on avait la structuration des marques gamme. Donc il y avait les marques Nature Active, Oral Care, Health Care. Et toute cette structuration des différentes marques a permis d'avoir une communication cohérente et une différenciation du groupe qui était unique par rapport aux autres acteurs sur le marché de la cosmétique. Gabriel, tu voudrais rajouter quelque chose? Non, c'est très clair. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, au lieu de mettre, je dirais, les produits ou les prestations dans un fourre-tout, il est intéressant d'avoir une marque mère qui exprime justement l'aspect émotionnel, comportemental, RSE d'une société, et ensuite d'appuyer les marques filles, c'est-à-dire des marques filiales ou des marques groupes ou gammes, par l'appui humain, géopolitique, sentimental de la marque mère, ce qui est le cas, par exemple, quand on va travailler avec Jeanne sur les laboratoires Pierre Fabre. Les laboratoires Pierre Fabre avaient une dimension groupe dans le monde et qui ont soutenu
les différentes marques filles. Pourquoi? Parce que ces marques filles étaient aussi destinées à des cibles différentes. Il y avait la cible des pharmaciens, la cible des médecins, la cible grand public, et il y avait une distribution d'ailleurs qui était spécifique à chacune de ces marques. Alors ces marques filles avaient une autonomie d'image soutenue, parrainée par la marque mère. Voilà, et cette structuration, en fait, on peut la retrouver sur des marques qui sont très connues, que ce soit des industries. Quand vous voyez au Maroc, par exemple, le groupe OCP avec sa filiale OCP Africa, il y a une cohérence d'ensemble. Quand vous regardez des groupes comme Kering, comme LVMH, il y a une structuration de la marque Corpo et des marques filles sur les différentes industries sur lesquels les groupes sont présents. De même pour Bouygues, pour plein de groupes. Voilà. Donc, on le sait, une marque, en fait, évolue dans le temps. Elle n'est pas statique. On peut être une marque aujourd'hui, ça ne veut pas dire que demain, en fait, on le sera toujours si on ne nourrit pas cette marque, si on ne la fait pas évoluer en fonction de l'évolution du contexte économique dans lequel nous sommes et qui est aujourd'hui vraiment plein d'incertitudes. Donc, de la marque corporate, on va aujourd'hui vers une marque culture qui incorpore l'aspect RSE, qui est extrêmement important. Donc, la responsabilité, l'intégration de la responsabilité environnementale et sociétale dans les marques. Et puis, la marque employeur, parce qu'aujourd'hui, une marque forte, c'est une marque qui attire, qui arrive à attirer des talents, qui vont pouvoir en fait la nourrir et la faire grandir. Et donc, l'idée, c'est que voilà, aujourd'hui, ces marques-là, à partir d'une marque corpo, on peut faire évoluer la marque vers ces territoires-là. Nous avons, Gabriel, tu peux en discuter, tu peux en parler, du groupe Pierre Fabre qui est passé. Oui, alors vous voyez là apparaître, je pense d'ailleurs que c'était la première pharmacie que vous voyez de monsieur Pierre Fabre, qui est resté un monument à Castres, la ville où il a vécu, et qui est devenu un symbole évidemment de son succès. Et alors effectivement, pour le groupe Pierre Fabre, au départ, il avait des gammes de produits qui vendaient un peu partout, depuis les grands magasins, les pharmacies, avec aussi des magasins spécifiques à tel ou tel type de médicaments. Eh bien, ils ont trouvé important de créer une marque groupe Pierre Fabre, qui justement devenue une marque corporate, et ils se sont posé la question, mais cette marque corporate, quel est son rôle humain, quel est son rôle écologique? Et avec nous, avec notre aide, ils en ont fait une marque culture liée à la philosophie du care, c'est-à-dire la philosophie de la bienveillance et la philosophie de l'attention portée aux autres. Et donc aujourd'hui, le groupe Pierre Fabre est devenu une marque Care for You by Pierre Fabre pour montrer justement l'attention permanente que toutes les prestations du groupe Pierre Fabre portent aux uns et aux autres. Donc vous voyez ici apparaître des réflexions de positionnement que nous avons soumis au groupe Pierre Fabre, le bien-être au quotidien, on est tout à fait dans la philosophie du care, et même au-delà de l'accompagnement et de la protection. Alors, ils ont d'ailleurs choisi le premier positionnement pour dire le bien-être au quotidien, et ils ont développé toute une stratégie de communication autour de cette philosophie du care. Alors, comme vous le voyez, le site web a repris, bien sûr, ces éléments de marque corporate qui est devenue une marque culture liée, comme vous le voyez, au développement durable et liée, il y a encore écrit, Conscious Care, qui est aujourd'hui l'âme de cette entreprise. Alors, et là, vous avez le cas, l'exemple du groupe Kering qui justement inclut cette marque, enfin cet aspect culture, développement durable, RSE dans les différentes activités du groupe. Et ça permet de répondre à la question que je viens de voir de Kamal Faiz, qui dit comment incarner concrètement l'appartenance et le développement de l'image de marque chez les collaborateurs. Mais ça passe par beaucoup, en fait, par l'intégration de beaucoup d'actions. Peut-être essentiellement quand on parle de collaborateurs, ça va être essentiellement des actions sociétales comme l'égalité des genres sur les postes de responsabilité, comme les congés parentaux, les âmes qui prennent autant de jours de congé quand ils ont un enfant qui est né. Enfin, il y a plusieurs actions qui permettent justement de faire
de faire adhérer les collaborateurs à l'esprit de la marque, et ça part par des actions qui sont sociétales, mais qui, en fait, en même temps, parallèlement, elles ont un coût pour le groupe. Donc, on a parlé de la marque culture. Il y a aussi l'évolution des marques corporate vers les marques employeurs. Là, on voit l'exemple du cas de PCA, qui est une filiale du groupe Banque Populaire au Maroc, qui est une marque, en fait, c'est une filiale du groupe qui travaille essentiellement sur la monétique et qui est leader un peu sur l'aspect monétique en Afrique. Ensuite, ils se sont diversifiés pour lancer une Digital Factory et pouvoir lancer des solutions, des applications digitales pour le groupe BCP et d'autres. Et donc, l'idée a été justement de les accompagner à travailler, à faire évoluer la marque corporate, enfin la marque PCA vers une marque employeur, pour pouvoir justement pour attirer les talents. On sait que par exemple, sur les Digital Factory, trouver des développeurs aujourd'hui très qualifiés, de très bon niveau, des ingénieurs, etc., et pouvoir les garder sur un marché où la demande est énorme, il faut que la marque investisse. Et ça a été le cas de PCA, où nous les avions accompagnés justement pour développer leur marque employeur, qui a été déclinée par la suite sur un certain nombre d'actions. Voilà. Donc, ensuite, nous allons en fait finir par vous présenter un certain nombre de cas sur lesquels nous avons travaillé. Alors, vous voyez que d'abord, il y a 3 points sur lesquels je voudrais insister. Le premier, c'est, comme vous le voyez, c'est le positionnement. Alors, le premier, c'est que le positionnement est exprimé par une signature. Et donc, vous voyez par exemple Flexico, qui est dans le domaine de l'emballage, il y a emballer vos clients. Laponie, révéler la force de votre équipe. Soyuz, la réponse est dans la question. Et l'IHFB, qui est l'Institut hospitalier, au-delà du soin, vous comprendre. Ce que je voudrais vous faire souligner, c'est que ces signatures ne sont pas des signatures factuelles qui illustrent un statut, qui dit voilà, nous sommes le leader de l'emballage, ou bien l'IHFB qui est un hôpital, nous sommes là pour vous soigner. Non, ce qui est mis en avant, c'est un acte, c'est une action, c'est une décision, et c'est une volonté de montrer que ces sociétés, chacune dans leur univers, participent à améliorer soit le quotidien, soit le bonheur, soit l'esprit du client, que ces sociétés s'engagent. Donc, je vous invite à créer des signatures qui engagent votre société. C'est d'autant plus intéressant que ça engage le personnel, que ça engage votre structure, et que si vous mettez en avant ce que vous écrivez, eh bien, vous êtes effectivement désirable. Vous voyez, par exemple, Flexico, quand on a écrit « Emballez vos clients », ça veut dire que Flexico eux-mêmes s'engagent à participer au succès des clients, de ses clients, et donc ont un rôle actif. Le deuxième point, c'est que quand on a justement trouvé le positionnement différenciateur et la signature induite, ça crée 3 choses essentielles. Une nouvelle organisation, un dynamisme commercial et un dynamisme marketing ou communication. C'est-à-dire que les signatures obligent les clients nos clients à avoir une démarche proactive. Je vous parle par exemple pour l'IHFB, au-delà du soin, vous comprendre, on est dans l'univers du care. Eh bien, à l'IHFB, ils se sont engagés sous notre initiative à ce que les malades ne restent pas plus de 2 heures aux urgences. Donc, c'est bien au-delà du soin, vous comprendre. Et puis même, dans la manière de les traiter, il est interdit d'appeler quelqu'un monsieur ou madame, il faut l'appeler monsieur Dubois ou madame Dupont, c'est-à-dire qu'il y a une volonté organisationnelle de mettre en avant le bien-être du patient. La troisième chose sur laquelle je voulais insister, c'est que quand vous avez agi avec cette volonté d'avoir un positionnement ou une signature, eh bien, ça crée la cohérence de toute votre stratégie de communication, que ça soit dans le digital, que ça soit dans l'outbound, que ça soit dans les conventions, vous vous rapprochez de ce que vous avez écrit. Et je reviens encore pour les HFB, au-delà du soin, vous comprendre, quand il y a eu des manifestations, des conventions, des conférences, le patient était mis en avant
pour illustrer, effectivement, voilà le positionnement. Et vous voyez, il y a écrit « Au-delà de l'excellence de leurs soins, les équipes de l'Institut hospitalier franco-britannique développent une véritable philosophie du care, etc., etc. » Donc, cette notion-là est devenue l'axe même de toute l'organisation de cet hôpital. Absolument. Donc voilà. Et ensuite, on a vu tout ce positionnement, il est décliné sur toute en fait la communication de l'institution, de l'entreprise, du groupe. Comme vous voyez, par exemple, le site reprend les aspects humains, émotionnels du care, du bien-être, et on voit une photo d'une maman avec son jeune enfant entourée, mais dans un esprit justement d'émotion, de solidarité et presque d'amour réciproque. Pareil pour Soyuz. Alors, pour le Soyuz aussi, qui est une société, c'est une plateforme d'IA, d'intelligence artificielle. Et Soyuz dit, voilà, nous posons un certain nombre de questions à vos consommateurs et en fonction de leurs réponses, l'intelligence artificielle offre la prestation, le produit qui correspond exactement à la personnalité de votre client. Donc, c'est la définition, le premier assistant digital intelligent, c'est l'intelligence artificielle, générant des recommandations. Et ce qui est le plus important, c'est le mot personnalisé. C'est une société avec qui, effectivement, vous pouvez développer des stratégies d'hyper-personnalisation. C'est ce que nous faisons, nous, avec avec nos clients dans le domaine du tourisme, dans le domaine de l'assurance et dans le domaine du retail. Un autre cas, Laponie, c'est aussi une plateforme dans laquelle il y a des collaborateurs d'une société face à des managers. Et le problème dans beaucoup de sociétés, je dirais, de restauration rapide, de retail, etc., c'est l'absentéisme. Eh bien, grâce à cette plateforme, le manager qui se lève le matin et qui ne trouve pas son comptable, son cuisinier, son assistante, peut pianoter sur une plateforme et trouver immédiatement des collaborateurs de son groupe qui sont disponibles. Eh bien, chacun y trouve son compte. C'est pour ça qu'il a été écrit « Révélez la force de votre équipe », car ensemble, ils résolvent les problèmes. Pareil pour une autre plateforme qui est, elle, destinée à l'industrie pharmaceutique, qui a voulu justement digitaliser l'industrie pharma. Et son but a été de faciliter la vie aussi bien aux différents acteurs de l'industrie, à savoir les grossistes, les labos et au final les pharmaciens. Et donc là, nous avons travaillé aussi un positionnement différenciateur avec une signature engageante qui a été déclinée par la suite sur toute la communication de l'entreprise vis-à-vis de ses cibles B2B. Pareil, ici, par exemple, alors c'est un cas, je dirais, exemplaire et je vous invite à le suivre. C'est un cas qui va faire florès parce que c'est le problème, je dirais, des territoires, le problème des régions. Là, par exemple, nous avons été consultés par l'Office de tourisme des Gorges du Verdon. Je ne sais pas si vous connaissez ou pas cette région qui est magnifique, qui est extraordinaire, qui est un paradis sur terre, avec des paysages, mais étonnants, entre des lacs, des montagnes, des forêts, des ruisseaux. C'est étonnant. Et alors, la problématique de l'Office du tourisme des Gorges du Verdon, c'était de proposer des parcours spécifiques correspondant exactement à la personnalité du touriste. Alors d'habitude, je pense que si vous allez voir un office de tourisme, que ce soit d'ailleurs au Maroc ou en France, on vous dit, bah oui, vous pouvez aller voir des zoos, vous pouvez aller voir des églises, vous pouvez aller voir des mosquées, vous pouvez aller voir… Et donc, c'est un peu ce qu'on dit en France, un inventaire à l'après-vert. On vous donne une liste d'endroits et puis à vous de choisir. Eh bien, grâce à nous, à l'Office du tourisme du Verdon, vous répondez, le touriste répond à un certain nombre de questions. Ça, c'est je dirais, la force de l'intelligence artificielle, du style, est-ce que vous êtes rêveur, sportif, amateur de marche à pied? Donc, vous répondez à un certain nombre de questions. Vous répondez aussi, est-ce que vous venez en voiture? Est-ce que vous êtes en famille? Est-ce que vous préférez l'hôtel, etc. Et à la suite de 7 ou 8 questions environ, eh bien, ça, j'allais dire, l'intelligence artificielle mouline, et le logiciel adapté à cette région vous sort au touriste le parcours touristique complètement
spécifique et destiné spécifiquement à la personnalité du touriste et à ses désirs. Donc, vous avez, je l'ai vu, je l'ai constaté, il est écrit le premier jour, vous pouvez faire ceci, le deuxième jour, vous faites cela, le troisième jour, vous logez dans tel hôtel, vous garez la voiture à tel endroit. Vous avez vu votre personnalité, le parcours qui vous correspond. Eh bien là, l'intelligence artificielle a vraiment réussi à valoriser l'hyper-personnalisation. Absolument. Et là, l'intelligence artificielle, en fait, elle vient en aval comme solution pour vendre la destination au public, aux visiteurs. Mais avant cela, on travaille la marque territoriale. On ressort en fait la distinction, la spécificité d'un territoire, comme ici les Gorges du Verdon, au même titre qu'on pourrait le faire pour des régions du Maroc, parce qu'on sait que voilà, on a différentes régions, on en a 12 aujourd'hui, chacune a sa culture, a sa spécificité, c'est une richesse pour nous, et il va falloir aussi en fait à travers justement cette marque, la construction d'une marque territoriale avec un positionnement différenciateur, pouvoir vraiment se distinguer comme territoire, et puis pouvoir attirer à la fois des touristes, tout comme on peut attirer, si on est dans une démarche économique, plus que B2B également, on pourrait attirer également des investissements directs étrangers sur des plateformes industrielles, sur des index d'accélération industrielle, sur du service, sur plein de choses. Donc la marque territoriale, c'est quelque chose aussi qui peut se travailler et qui peut être nourri par la suite par des techniques et des outils, des technologies et des outils comme l'IA, évidemment. Et voilà. Et pour terminer, en fait, rien n'est permanent sauf le changement. Comme on l'a dit tout à l'heure, une marque évolue au fil du temps, au fil de l'évolution de l'activité, du contexte économique, du changement de comportement des consommateurs. Et donc, il faudra toujours évoluer et s'adapter à ce changement-là. Gabriel, tu veux rajouter? Non, je crois qu'on a tout dit. On a élaboré les différentes problématiques, que ce soit la stratégie de marque, la stratégie inbound marketing ou l'ABM. Et nous avons, je dirais, visé à montrer l'importance de la stratégie de marque comme un élément à la fois indispensable et fédérateur de toutes les autres actions. Absolument. C'est vraiment le socle. La stratégie de marque est le socle. C'est la base. À partir de la stratégie de marque, on peut construire. Ça facilite le travail de la communication, du marketing, des sales, même du marketing qui est ce qu'on appelle le marketing des comptes clés aussi. Quand on a un territoire marque qui est vraiment fort, ça facilite énormément le travail. Et donc, la stratégie de marque ou le positionnement de marque, c'est quelque chose qu'on peut faire pour les entreprises du B2B, pour les groupes, pour les institutions et pour les marques territoriales, comme on l'a vu tout à l'heure. Voilà, donc au final, on va finir par se présenter pour dire qui nous sommes. Vous le savez, Gabriel et moi, nous sommes devenus aujourd'hui associés sur Studio Butterfly. Nous sommes présents, l'agence est présente à Casablanca et à Paris. Nous sommes spécialistes des stratégies de marque, de l'inbound marketing à 360 degrés et de l'account-based marketing, qui est un marketing des comptes clés. Et nous nous engagerons, que ce soit au Maroc ou en France, à accompagner les entreprises pour stimuler leur croissance en les accompagnant sur ces différents sujets. Voilà, et puis je pense que justement, si vous le voulez bien, vous pouvez bénéficier à la fois de deux expertises au niveau directionnel, marocaine et française, et même bénéficier en termes de tarifs, en termes d'expérience, de nos capacités, de nos ressources, aussi bien au Maroc qu'en France, car lorsque nous mettons en avant des prestations, nous regardons quelle est la prestation la plus compétitive pour vous, avec bien sûr l'expert qui correspond. Et donc, je crois qu'il y a peu d'agences franco-marocaines et je vous invite à nous consulter quand vous le souhaitez. Voilà, donc nous intervenons en fait selon une démarche qui nous est propre, qui est une démarche de co-création, coproduction, copilotage. Pourquoi est-ce que j'ai choisi cette démarche? Pourquoi est-ce que nous l'avons choisie? C'est pour pouvoir vraiment faire approprier nos méthodes par les équipes internes des annonceurs. Est-ce qu'une agence, elle est là
elle n'est pas là que pour faire de la production et de la créativité, elle doit aussi, enfin nous sommes une agence conseil où on apporte une valeur ajoutée pour stimuler justement la réflexion, faire changer un peu, faire bouger les lignes. Après, bon, naturellement, on peut vous accompagner sur la production des campagnes, leur copilotage, tout comme vous pouvez le faire en interne si vous avez des équipes. Et on sait qu'aujourd'hui, avec le digital, beaucoup de marques, beaucoup d'entreprises ont étoffé les équipes, je dirais, de communication et de marketing. Elles ont toutes des responsables, enfin des community managers, des créateurs de contenu, des fois même, enfin, elles mettent en place des pôles qui sont extrêmement fournis. Voilà, donc nous, on se positionne en amont, on arrive pour nourrir la réflexion stratégique et par la suite, on peut vous accompagner sur le copilotage et la coproduction et le copilotage des différentes campagnes que vous prévoyez à l'année. Et voilà, donc s'il y a ce dicton arabe que tu aimes bien, Gabriel? Que j'aime beaucoup parce que ça prouve, et on est là encore dans le copartenariat, dans la co-création, dans la réussite ensemble, commune. Et je trouve, moi, j'avoue que je l'ai rencontrée, cette citation, et je la trouve très, très, très belle, cette citation marocaine. Une main toute seule ne peut applaudir, c'est une évidence. Et donc, je vous invite à ce que nos mains se rejoignent entre vous et nous-mêmes, et pour le succès de votre entreprise. Et voilà, donc s'il y a des questions, nous sommes à votre écoute. N'hésitez pas à les partager avec nous. Tout à l'heure, il y avait une question. Alors, quelles sont vos priorités? Ouais. Je ne sais pas si on a eu des réponses sur la question que nous avions posée par rapport aux priorités, en termes de stratégie de marque. Il y a eu cette question à laquelle j'ai commencé par répondre tout à l'heure. Tu veux apporter un complément de réponse, Gabriel? Je dirais les priorités de marque, c'est à chacune des sociétés à les définir. Mais pour moi, la première priorité, c'est justement de souligner la différence en termes de positionnement différenciateur et de mettre l'accent, le deuxième point, sur la relation étroite à trouver, à définir entre les sales, la communication et le marketing. Et pour ce faire, par moment, nous-mêmes, nous jouons le rôle d'intermédiation, nous jouons le rôle de responsable ABM, par exemple, d'un comité pour justement développer des tableaux de bord, développer des politiques et montrer aux sales que le marketing est à ses côtés et au marketing que la communication et les sales sont à leur côté. Voilà. Donc, je dirais qu'aujourd'hui, à la fois cette volonté d'associer étroitement les sales, le marketing et la communication constitue pour moi vis-à-vis de nos clients une priorité. Et deuxièmement, ou premièrement, la recherche du positionnement différenciateur constitue une voie royale. Il y a cette deuxième question du développement de l'image de marque chez les collaborateurs. Réponds, cher Jeanne. C'est ce que j'ai dit, moi, tout à l'heure, c'est ce que je disais à Kamal en réponse. Il y a des actions qui peuvent être, en fait, qu'on peut définir à travers la création d'une stratégie de marque employeur. Et donc, vous aurez un certain nombre d'actions qui vont en dérouler, qui vont créer justement un esprit d'adhésion, de cohésion au sein des équipes, le fait de casser ces silos dont on a parlé tout à l'heure. Mais il y a aussi les actions qui relèvent de la responsabilité sociétale et environnementale des entreprises. Quand on regarde, par exemple, aujourd'hui sur des grands groupes, les actions qu'ils mènent en termes de responsabilité sociétale, vous voyez que, par exemple, sur les politiques de salaire, etc., qu'ils soient présents en France, aux États-Unis, au Brésil ou en Afrique, ils font en sorte que tout le monde, en fait, reçoive, enfin, sur les politiques de salaire, tout le monde, en fait, reçoit il n'y a pas de, je veux dire, tout le monde reçoit des salaires qui permettent de vivre décemment, on va dire. Vous pouvez avoir des types d'actions sur cette responsabilité sociétale, comme la promotion du rôle des femmes dans les comités de direction, une meilleure représentation de la femme dans les comités de direction ou les comités exécutifs. Vous avez comme autre action les congés parentaux qui peuvent, ce sont des incentives qui aujourd'hui aussi intéressent les collaborateurs et qui
leur font sentir qu'ils sont, qui sont membres, vraiment membres à part entière d'une maison, d'une entreprise, d'un groupe. Il y a pour les jeunes aussi, en fait, quand vous avez des groupes, enfin des entreprises où vous avez beaucoup d'ingénieurs en développement, etc., qui ont un autre esprit, vous avez cette possibilité de travail en remote. Ils peuvent choisir de travailler moitié du temps à la maison, moitié du temps en entreprise, et c'est des choses qui se discutent et qui se négocient. Donc il y a un certain nombre d'actions que les entreprises peuvent mettre en place pour justement améliorer cette image de marque et d'appartenance auprès des collaborateurs. Et qui sont plutôt, moi je dirais, d'ordre sociétal. J'ajouterais qu'aujourd'hui, par Internet, vous pouvez valoriser vos collaborateurs en leur suggérant d'eux-mêmes de s'inscrire sur LinkedIn, d'avoir un profil et d'apparaître comme une personnalité pour ceux qui le veulent. Et donc de valoriser aussi bien l'entreprise que chacun de vos collaborateurs. Ok, super. Je ne sais pas si on a d'autres questions. Bon. Il me semble que non, je n'en vois plus. Voilà, je pense qu'on est arrivé au terme de ce premier live. On vous remercie tous et toutes pour votre attention, pour votre présence. On sait qu'aujourd'hui est un jour férié au Maroc, ça ne l'est pas en France. Donc, nous avons travaillé. Ceux qui nous ont suivis, merci à vous d'avoir été avec nous. Et puis, ceux qui n'ont pas pu nous suivre, ils peuvent toujours revoir les replays sur les réseaux sociaux. Et puis, on vous donnera rendez-vous prochainement pour un autre live sur les stratégies de persona. Et on continuera, en fait, cette série de live sur des sujets qui peuvent aujourd'hui, en fait, vous animer votre réflexion et vous permettre de contribuer à développer votre business au niveau de votre entreprise. Merci. Moi aussi, je vous remercie de votre attention, de votre écoute et j'espère que nous passerons un moment de nouveau ensemble pour d'autres live talks. Au revoir et à bientôt. Merci. Bonne soirée tout le monde. Bonne soirée. Voilà.